Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de tout le tapage médiatique qu'il y a autour de la personne de Fernand Lopez. Et si je fais ce podcast, c'est pas pour piailler, c'est pas pour faire la petite commère, c'est juste pour établir un lien et voir un petit peu toutes les conséquences que toutes les récentes affaires et même les plus anciennes, de toute façon on va tout traiter, pourront avoir, donc les conséquences qu'elles pourront avoir sur le MMA français, sur tous les business de Fernand Lopez, parce qu'on le sait, il y a énormément de construits de choses dans le MMA français, donc forcément si lui saute, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. Je pense notamment à ARS Fighting, son organisation, je pense notamment au MMA Factory, sa structure, son club. Donc du coup, on parle de ça dans ce podcast. Bien sûr, on va essayer de parler franchement et on va évoquer toutes les affaires. Toutes les affaires, j'ai fait une liste, il y a une dizaine d'affaires. On va essayer de toutes les passer en revue. Ça part, à mon sens, de la moins grave à la plus grave, donc à la plus récente, là, avec les accusations de violence conjugale, etc. Et on parle de ça dans ce podcast tout de suite après le générique. Bamboo CBD soutient le podcast. Mais Bamboo CBD, c'est quoi ? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effet psychotrope. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bamboo CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Alors voilà, de retour, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, est-ce que c'est la fin de Fernand Lopez ? Est-ce que c'est la chute de Fernand Lopez ? Là, il y a un tas d'affaires qui commencent à s'accumuler, et il y a un moment donné où forcément ça devait éclater, et là je pense que c'est avec la déclaration de Cédric Doumbé sur les violences conjugales qu'il a faites sur son ex-femme, je pense que c'était la goutte de trop, et c'est l'affaire qui a tout fait exploser. Et puis même moi je le vois, dans mes messages privés, etc., je reçois un tas de dossiers Lopez sur un tas d'affaires, donc forcément moi je partage pas tout, dans le sens où il n'y a pas tout qui est vérifié, il n'y a pas tout qui est vérifiable, et voilà, c'est essentiellement pour ça. Mais là en tout cas je vous ai fait une petite liste de toutes les affaires que moi j'ai souvenir. Si vous avez c'est bizarre de dire ça, si vous avez des dossiers sur lui, dites-le moi, c'est pas ça, mais si j'ai oublié une affaire qui vous semble importante, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc du coup on commence avec une affaire, il a tué personne, mais les défaites de Nassourdine Imavov contre Sean Strickland et de Cyril Gane face à John Jones. C'est ce qui a fait quand même beaucoup de bruit récemment. On a remis beaucoup de personnes, dont moi, ont remis en cause sa façon de gérer les carrières, sa façon d'envoyer ses gars au bourbier, etc. Avec Cyril Gane contre John Jones, ça peut se comprendre dans le sens où il y a pas mieux que John Jones, donc autant y aller. Mais au niveau de la gestion qu'il y a eu de cette défaite, vous avez pu le voir notamment la conférence de presse que j'ai eue face à lui, etc. Et c'était un peu, à mon sens, catastrophique. Donc voilà, pour le cas Cyril Gane, on va pas s'éterniser là-dessus. C'est pas l'affaire c'est pas l'affaire qui va jouer sur ses business, etc. Mais ça a quand même un petit peu entaché son image, et également la défaite de Nassourdine Imavov, il me semble que c'était dans la foulée, enfin pas exactement dans la foulée, mais elle a suivi celle de Cyril Gane face à John Jones, et du coup cette défaite elle a fait beaucoup de mal aussi, elle a fait beaucoup de mal à Nassourdine, elle a fait beaucoup de mal au clan Nassourdine, dont Fernand Lopez, etc. Et voilà, donc ça c'était la première affaire. Ensuite, seconde affaire, une affaire de dopage dans son gym et aussi dans son organisation, donc c'était Damien Lapillus. Je vais pas revenir là-dessus, je vais pas m'acharner sur Damien Lapillus, il a eu entre guillemets sa condamnation, enfin sa suspension. Là, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas du tout, mais je veux pas m'acharner sur Damien Lapillus, c'est pas pour ça, c'est juste pour dire que c'est encore une affaire, donc là c'est indépendant de lui, mais c'est encore une affaire qui vient entacher l'image de son orga. Donc comment ça il y a des dopés qui combattent à Arès à plusieurs reprises, c'est une image qui vient entacher son gym. Comment ça il y a des dopés au MMA Factory. Et d'ailleurs en parlant de ça, il y avait aussi un cas de dopage dans son gym, c'était Marcel Sichef, et également il combattait à l'Arès lui aussi. Donc les cas de dopage aussi sont venus un petit peu entacher l'image de Fernand Lopez, mais en soi, c'est pas ça qui allait le faire tomber. Mais encore une fois, comme vous voyez, c'est des choses qui s'accumulent. Et vous allez le voir, là j'ai une liste, elle est longue comme le bras. J'ai au moins 10 trucs voilà. Ensuite, on a quoi ? On a la perte du Venom Training Camp. Donc Fernand Lopez, après avoir insulté Daniel Warin de SDF du sport, entre guillemets, de clochard, parce qu'il n'y avait pas de gym, parce qu'en fait, Daniel Warin, pour ceux qui ne connaissent pas, Daniel Warin, qui est le coach de Benoît Saint-Denis, qui performe au plus haut niveau,
avait créé une section. De toute façon, j'ai fait des interviews avec Daniel Voirin, j'en ai fait plusieurs, 2 ou 3 sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir. Mais il avait créé une section pro au sein du Venom Training Camp à Rungis. Donc du coup, c'est une très très grande salle mise en place par Venom, etc. Et Daniel Voirin a été le premier à croire au projet, enfin à développer le projet, etc. Et à créer sa petite équipe là-bas. S'en est suivi la venue de Fernand Lopez, qu'il a chassé, entre guillemets, qu'il a chassé du Venom Training Camp. Et en allant dans les médias, notamment celui de Ilyes MKT, etc., s'est permis de traiter, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, Daniel Voirin de SDF du sport, de clochard. Il n'a pas dit clochard, mais de SDF du sport en mode, ouais, lui, c'est un vieux coach parce qu'il n'y a pas de salle. Et là, en fait, on se rend compte que lui aussi, il s'est fait virer de la salle où il a viré Daniel Voirin. Donc lui aussi, c'est pas un SDF du sport, parce qu'il y a sa salle dans le 12e à Paris, à Porte Dorée, mais l'arroseur arrosé. Encore une fois, il s'en est pris à Daniel Voirin, et il lui arrive la même chose avec le Venom Training Camp. Le MMA Factory a dû quitter les lieux. Donc MMA Factory n'est plus présent à Rungis, mais maintenant que dans le 12e. Et également, en parlant de salle, la transition elle est parfaite dans le sens où Ares n'a plus de salle. Ares, donc vous voyez l'organisation Ares. Donc Ares 1 c'était au Sénégal, à Dakar. Ares 2 c'était à la Levallois-Perret, à la salle Marcel Cerdan. Donc retenez cette salle parce qu'elle va être importante. Et tous les autres Ares, jusqu'au Ares 16, il me semble, ou Ares 15 ou Ares 16, c'était au Dôme de Paris. Donc c'est Porte de Versailles, je crois, mais en tout cas, bon, c'est à Paris, au Dôme de Paris. Et donc voilà, le Ares, il avait pour une quinzaine d'éditions, le Dôme de Paris à disposition. Il faut savoir que, pourquoi je parlais de la salle Marcel Cerdan à l'Ares 2, c'est parce que là, ils vont retourner à la salle Marcel Cerdan. Mais ça pose beaucoup de questions. Pourquoi plus avec le Dôme de Paris? Parce qu'il faut savoir que Ares, là, récemment, ils ont annulé, ils ont dû annuler. Enfin, ils n'ont pas annulé des événements. Enfin, si, ils ont annulé des événements, en fait. Ils ont repoussé. Il devait y avoir Mustafa Aida contre Aboubakar Younousov. Il devait y avoir ça le 3 septembre. Ils ont repoussé au 17 septembre, il me semble. Non, au 16 septembre, il me semble qu'ils ont repoussé ça. Enfin, en tout cas, fin septembre. Ils ont repoussé en octobre et après, ils ont repoussé en novembre. Et ça, c'était juste des soucis de salle, en fait. Ils n'avaient plus le Dôme de Paris. Donc maintenant, la question, c'est pourquoi du comment, on n'en sait rien, mais enfin, ils avaient le Dôme de Paris pendant. Ils l'ont eu 15 fois, d'un coup ça se stoppe, ils n'arrivent plus à trouver de solution, ils reviennent à Marcel Cerdan, à Levallois-Perret, c'est peut-être qu'il y a un problème aussi avec le Dôme de Paris. Donc là, j'ai pas les détails, mais c'est important aussi de vous évoquer ça. Ils ont essayé également de passer par la scène musicale, et la scène musicale a d'abord accepté, et ensuite s'est retirée du projet. Donc encore une fois, nous on n'a pas exactement toutes les coulisses, mais ça témoigne peut-être d'un petit souci. Ensuite, il y a un truc que je voulais évoquer avec vous, c'est l'affaire Abdul. Donc c'est encore dans les dossiers, et vous voyez, là ça commence à prendre un petit peu d'épaisseur. Le dossier Fernand Lopez, il commence vraiment à prendre de l'épaisseur, et petit à petit, ça commence à faire beaucoup. Donc on a l'affaire Abdouragimov. L'affaire Abdul, c'est un dossier qui peut cacher beaucoup plus de choses, vraiment, vraiment beaucoup plus de choses que ce que nous, on peut penser d'un point de vue externe, ce que vous, spectateurs, et ce que moi, spectateur, je peux penser d'un point de vue externe. On était tous là sur Twitter, on était tous là à dire Abdul à l'UFC, Abdul à l'UFC, Abdul à l'UFC, et on se demandait, mais putain, pourquoi Abdul ne signe pas l'UFC? Il est double champion, etc. On comprend pas. Apparemment, cette affaire, elle est plus grave que ce que ça en a l'air. C'est pas juste l'UFC qui voulait pas d'Abdul. Apparemment, il peut y avoir le management qui a pas voulu signer Abdul là, mais plutôt pour le placer là. Encore une fois, j'affirme rien. C'est des rumeurs qui tournent en ce moment en interne dans le MMAFR. Mais moi, j'entends dire que Abdul aurait pu signer à l'UFC, mais son management n'a pas été opaque au point de vue n'a pas été opaque au point de vue des offres et des propositions de l'UFC. Et c'est pour ça que Abdul a été placé au PFL. Et je pense que Abdul lui-même ne sait même pas. Enfin, à mon avis, sans doute peut-être. Si moi j'ai entendu les rumeurs, il a sûrement entendu aussi. Mais il n'a pas pris connaissance de toutes les propositions de l'UFC à son égard. Parce que j'ai entendu dire qu'il y en avait eu. Et il y a eu. Apparemment, il y aurait eu une proposition pour Abdul de combattre à l'UFC Paris. Et c'est les rumeurs qui tournent en ce moment, etc. Bien entendu,
j'essaie de réunir un maximum de preuves, etc. Et je vous sortirai une vidéo dédiée pour ce sujet, parce que si c'est le cas, c'est vraiment très très grave. Gars, très important aussi, il faut parler de son affaire avec Slim Trabelsi. Donc du coup, j'ai failli l'oublier. Et ce qui en a découlé, son embrouille avec Ali Abdelaziz, hein, on le rappelle. Slim Trabelsi, qui était un de ses élèves. Slim Trabelsi, qui a combattu Juarez, qui a pris la ceinture du Juarez, etc. Donc Fernand Lopez, qui était son manager. Ensuite, Slim Trabelsi, qui a tapé dans l'œil de Mick Ménard, donc de l'UFC, le recruteur, le matchmaker de l'UFC. Et suite à ça, Slim Trabelsi, qui lui voulait quitter le Management Factory pour rejoindre la société la société de management d'Ali Abdelaziz. La plus grosse société de management du monde. Le problème qui se posait, c'est que Slim Trabelsi était encore sous contrat. Slim Trabelsi, il a peut-être voulu quitter, il était peut-être pas forcément dans son droit, ça c'est vrai, faut aussi le dire, et il a voulu rejoindre Ali Abdelaziz. Maintenant, le problème c'est qu'Ali Abdelaziz lui a fait lui aussi son contrat. Slim Trabelsi annonce, je sais plus si c'est lui qui l'annonce ou si ça a été annoncé, qu'il allait combattre à l'UFC, parce qu'Ali Abdelaziz a réussi à lui négocier son entrée à l'UFC, sauf que là ça a bloqué, dans le sens où Fernand Lopez a dit ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, il est dans mon management, je le laisse pas partir. Et de là, s'en est suivi un drama. Slim Trabelsi dénonce que Fernand Lopez a une maison où il fait venir des gars sans papier pour qu'ils puissent combattre. Il met une photo de son lit dans une cave, etc. Il dénonce Fernand Lopez. Il dit que Fernand Lopez le laisse dans des conditions insalubres, que Fernand Lopez l'utilise, que Fernand... Encore un bordel. Encore une fois, ça vient entacher sa réputation. Suite à ça, Ali Abdelaziz, qui n'entend pas de cette oreille et qui décide d'attaquer Fernand Lopez, vous voyez la photo qui est sur le coussin que Cédric Doumbé offre à Jordan Zebo, c'est la photo de Fernand Lopez quand il est en garde à vue. Donc je ne sais où, dans je ne sais quel pays, et puis ça va rejoindre peut-être des affaires encore plus sombres qui ne sont pas encore sorties. Moi j'ai des échos, mais moi tant que j'ai pas les preuves, et même des fois c'est des choses qui dépassent trop le sport, j'en parle même pas. Mais peut-être que cette photo elle vient d'un truc lugubre. Et Ali Abdelaziz, lui, il a dénoncé. Donc ça a encore fait une histoire à Fernand Lopez. On peut aussi évoquer le cas Francis Ngannou à l'époque. Donc il a toujours été dans la controverse, mais là, ça me semble être la goutte de trop. On peut parler également du cas Carla Moussou. Le cas Carla Moussou, dédicace à lui, hein, parce qu'il est venu ici, sur cette chaîne, sur ce podcast. La vidéo, elle a quasiment 300 000 vues. Elle a fait un boucan pas possible, où Carla Moussou révèle les méthodes de management, les méthodes de manipulation, les méthodes d'influence de Fernand Lopez, qu'il a pu avoir sur un grand gaillard comme lui. Donc vous vous doutez bien sur des plus fragiles, psychologiquement ou physiquement, comment ça peut être. Carla Moussou qui est venu tout dénoncer, qui les a portés alors qu'il était combattant au Ares, à l'organisation de Fernand Lopez. Il est quand même venu dénoncer. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, il a plus combattu à Ares, donc ça pose question quand même aussi. D'ailleurs, c'est comme moi, hein, je suis banni d'Ares parce que j'ai juste posé une question en conférence de presse. Ça je m'en fous un peu, mais voilà, pour dire. On peut aussi parler du cas, donc je suis désolé, il y a trop d'affaires, en fait j'en oublie, je suis obligé de revenir, de redire, etc. On peut aussi parler du cas quand il s'est embrouillé avec un mec de chez RMC Sport, ils se sont retrouvés à faire un tête-à-tête. Donc Fernand Lopez avec un patron de chaîne, enfin je sais pas si c'est un patron de chaîne ou je sais pas c'est qui exactement, mais ils se sont retrouvés à faire un tête-à-tête, limite de se battre. Ça s'arrête quand en fait, ça s'arrête quand? Ensuite, là je pense qu'on arrive dans le vif du sujet. Nouvelle affaire, c'est pas une affaire directement, mais ça joue aussi sur son image et sur son management et sur sa salle. C'est Cédric Doumbé qui éteint Zebo. Alors en plus qu'il éteint Zebo en 9 secondes. Si Cédric Doumbé était venu, il avait éteint Zebo en 9 secondes, ça aurait déjà fait énormément de mal. Ça aurait déjà fait énormément de mal à Fernand Lopez et au MMA Factory. Mais là, Cédric Doumbé il en a rajouté. Donc il révèle les affaires de violence conjugale de Fernand Lopez. Et donc voilà, ça fait le parallèle avec une affaire que j'avais aussi omis d'évoquer. C'est Romain Molina qui, chez Zach Nani, avait déjà évoqué ces affaires de violence conjugale de Fernand Lopez. Donc du coup, là le dossier il commence vraiment à être balèze. Et en fait là où les dossiers précédemment cités, c'est pas des dossiers, c'est pas des affaires qui peuvent réellement l'impacter, dans le sens où quand un sponsor va voir, Cyril Gane a perdu, Ares n'a plus de salle, ça peut être chaud un petit peu. Mais quand un sponsor va voir des affaires légères, il va pas vouloir se dissocier, il va pas se séparer de Fernand Lopez. Par contre, maintenant, que Cédric Doumbé a révélé les affaires de violence conjugale, que Romain Molina a
à appuyer avec des procès-verbaux, avec une vidéo qui est quasiment aux 300 000 vues, là, je pense que beaucoup de sponsors vont quitter le bateau Fernand Lopez, vont quitter le bateau MMA Factory, vont quitter le bateau Ares. Et c'est en ce sens que je fais cette vidéo, c'est pas pour dire, oui, bon, Fernand, il a frappé sa femme, etc. Moi, je suis pas essentiellement là pour dire ça. Il a fait des déclarations, il a dit qu'il avait mis une gifle. Au final, dans la vidéo de Romain Molina, on apprend qu'il avait mis bien plus qu'une gifle. C'était des étranglements, des enchaînements. Bref, il a frappé, quoi. Mais bon, moi, on condamne, bien évidemment, on condamne. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal. Je suis juste là pour dire que ça va lui niquer ses business. Parce qu'en fait, les sponsors, quand ils vont voir ça, ils vont dire, mais toi, t'es là. Et c'est à double tranchant. De se mettre en tête d'affiche, c'est à double tranchant. C'est qu'en fait, quand tu fais un projet, soit tu te mets en retrait. Donc, en gros, si tu as un problème judiciaire ou quoi au caisse, ben, les gens, ils vont pas t'affilier au projet. Et du coup, ton projet va pouvoir continuer de perdurer. Soit comme Fernand Lopez, tu te mets en tête d'affiche et du coup les gens ils relient directement ton projet, ton association, ben là son organisation Ares et son club MMA Factory, et Fernand Lopez. Tu dis MMA Factory, tu dis Ares, tu penses à Fernand Lopez. Donc c'est intimement lié. Donc du coup, si Fernand Lopez a un problème judiciaire ou Fernand Lopez a un problème, peu importe le problème, les sponsors peuvent se dire on quitte le projet. Donc là, j'ai hâte de voir le prochain Ares. J'espère que le prochain Ares aura lieu. Mustafa Aida combat, Baki combat, etc. Donc ce sera un beau spectacle. Mais je sais pas si le prochain Ares aura lieu. J'ai un doute. Parce qu'en fait là, si les sponsors voient les articles, parce que mine de rien, il y a quand même eu pas mal d'articles dans beaucoup de gros médias, Le Parisien, j'en ai vu d'autres. Là, j'ai pas la liste, mais il y a eu pas mal d'articles. Si les sponsors se disent il y a au cœur de trop de controverses, on se sépare de Ares, donc Ares n'a plus ses investisseurs, et même au-delà des sponsors, hein, je parle même des investisseurs. Si tout le monde quitte le bateau, il n'y a plus d'Ares. Si tout le monde quitte le bateau MMA Factory, donc là ce ne sera pas forcément les investisseurs ou les sponsors, même si les sponsors ça peut jouer, ça peut être là les athlètes. Parce que là j'ai sorti une news il n'y a pas longtemps, moi j'ai des rumeurs, j'ai des bruits de couloir qui laissent penser que Nassourdine Imavov souhaite quitter le MMA Factory. Ouais, voilà. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que tout le monde va quitter le bateau petit à petit. Et vraiment, cette révélation de Cédric Doumbé qui a été appuyée par celle de Romain Molina avec les procès-verbaux, etc. Et en plus, il y a l'ex-femme en personne de Fernand Lopez, donc la nutritionniste de Cédric Doumbé et de beaucoup d'autres, donc Cécile, qui elle est venue avec des stories appuyer les propos de Cédric Doumbé et de Romain Molina. Et vient à l'encontre des propos de Fernand Lopez qui a décrit cette violence conjugale comme un simple geste, donc juste une gifle. Elle vient de dire que ce n'était pas juste une gifle et apparemment les procès-verbaux ils confirment que ce n'était pas juste une gifle, que Cécile, donc son ex-femme, elle s'est évanouie, etc. Donc c'est vraiment chaud. Voilà, donc ça peut avoir un réel impact sur les MMA français, ça peut avoir un réel impact sur ces organisations, sur tous ces business qu'il a mis en place. Voilà, en parlant de sponsors et en parlant d'investisseurs qui se désolidarisent, c'est pas un sponsor, c'est pas un investisseur ou quoi, je sais pas. En tout cas, je sais qu'ils ont quelques liens, mais La Sueur et Fernand Lopez, là, vous savez, ça fait depuis le tout début de l'émission qui s'appelle King and the G. Ça fait, je crois, 2 ans. Ils n'ont pas manqué un seul épisode. Ils n'ont pas manqué un seul épisode. Là, ils ont annulé l'épisode de ce mardi, donc de mardi 3 octobre. Donc de celui d'hier, ils l'ont annulé. C'est la première fois et c'est lourd de sens, dans le sens où est-ce que, ça c'est la réponse c'est la question à laquelle je vais avoir une réponse, c'est est-ce que La Sueur se désolidarise de Fernand Lopez? Auquel cas, ce sera lourd de sens. Dans le sens où tout est lié. Vous allez comprendre que tout est lié. Peut-être que vous savez pas que vous n'êtes pas à l'intérieur du MMA français, donc vous savez pas. Mais tout est lié. Quand vous voyez La Sueur, vous pensez qu'ils font que des vidéos. La Sueur ne font pas que des vidéos. La Sueur sont responsables de la communication de Ares, notamment lors des événements. Lors des événements, si vous venez au Ares, etc., vous verrez, il y a les mecs de La Sueur. Donc peut-être que vous n'allez pas les reconnaître parce qu'ils travaillent dans l'ombre. Donc vous connaissez peut-être que Guillaume et Rust, mais il y a aussi les mecs de La Sueur qui gèrent toute la communication d'Ares. Que ce soit les stories, que ce soit... donc vraiment, le soir de l'événement, il y a La Sueur qui est missionné de gérer la communication d'Ares. En tout cas, des gars de La Sueur. Donc voilà, ça c'est aussi un lien. C'est aussi un lien
Si la sueur se désolidarise, ça peut aussi mettre dans la merde Ares, parce que mine de rien, ils font quand même un bon boulot sur la com. Si la sueur se désolidarise, bah ça enlève la tribune tous les hebdomadaire tous les mardis de Fernand Lopez, la tribune où il peut parler de ce qu'il veut sans réellement de contradiction, ça faut le dire aussi, parce que Guillaume il lui a pas opposé une franche contradiction, même si c'est vrai que des fois il a bien fait son taf, c'est pas ça que je dis, mais ça lui enlève aussi sa tribune. Donc c'est une nouvelle chose qui saute pour Fernand Lopez, et voilà, vous voyez, c'est pour ça que je parle de chute, c'est pour ça que je parle de fin Fernand Lopez, il y a un tas d'affaires. Également, le cas Taylor Lapillus. Donc là, on a Romain Molina dans sa vidéo. Parce que vous voyez, hein, Doumbé et Romain Molina, en fait, eux, ils ont ouvert la porte à tous les dossiers. Comme je l'évoquais dans une précédente émission, c'est que avant de dénoncer ou quoi, il faut que quelqu'un y envoie un coup de chassé dans la porte. Il faut qu'il envoie un coup de bélier. La porte, elle s'ouvre et après, tout le monde y va. Comme Björn Côte de Fer, quand il est arrivé à Paris avec Ragnar Lodbrok, et ben, il fallait qu'il y ait un mec qui aille en premier. Et après, tous les Vikings, ils rentrent sur Paris. Et ben là, c'est pareil. Romain Molina, Cédric Doumbé ont ouvert la porte. Et là, il y a tout le monde qui parle. Donc, il y a beaucoup de dossiers qui font surface. Je vous ai parlé, donc la liste, je vous ai parlé aussi du cas Abdul, mais aussi dans le management, il y a aussi le cas Taylor Lapillus. Parce que là, Romain Molina, il a avoué, il a dit que le management de Taylor Lapillus, donc le MMA Factory, le Management Factory, et Fernand Lopez auraient feinté la blessure de Taylor Lapillus en septembre dernier. Pour l'UFC Paris 1, donc le tout premier UFC Paris, ils auraient feinté la blessure de Taylor Lapillus. Tout ça, c'est un ensemble d'histoires. Plus ou moins sombres, hein, vous voyez, quand on parle de défaite de Cyril Gane, etc. Ça, on s'en fout un petit peu. Quand on parle de la perte du Venom Training Camp, ça a un impact. Mais voilà. Il peut rebondir. Là où il peut pas forcément rebondir, c'est sur toutes les accusations qui sont faites récemment, notamment par Cédric Doumbé, par Romain Molina. Le cas Abdouragimov qui peut cacher des choses beaucoup plus sombres que ce qu'on pense. Là, je vais essayer aussi de regrouper un maximum de preuves. Le cas Taylor Lapillus qui peut cacher des choses aussi sombres. Malheureusement aussi, des histoires beaucoup plus sombres sur d'autres pays européens, d'autres pays d'Afrique, etc. Ça, je vais pas en parler parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, j'ai pas envie de diffamer quelqu'un. J'ai pas envie de dire de la merde. Quand je sais pas, je me tais. Et si un jour j'ai les preuves ou quoi ou qu'est-ce, ben bien sûr, je vous ferai une vidéo. Donc voilà, est-ce que pour vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que pour vous c'est la fin de Fernand Lopez? Est-ce que c'est la chute? Oui, c'est là pour moi, c'est une chute. Oui, là, c'est clairement une chute, c'est la chute de Fernand Lopez. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va savoir rebondir? Aussi et surtout, c'est même si c'est la fin de Fernand Lopez, qui va prendre le relais? Si Fernand Lopez disparaît, qui va prendre le relais? Il sera pire, il sera moins bien, il fera mieux, il fera moins bien. Ça aussi, c'est un point important faut se questionner. Faut se questionner là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la chute de Fernand Lopez? Surtout, comment va-t-il rebondir? Après ça, comment va-t-il rebondir? Parce que ça va très vite, les choses, elles vont très vite. C'est pour ça, ne prenez rien pour acquis. Moi, je me rappelle à l'époque où j'allais à Arès, quand Fernand Lopez rentrait dans la cage, il était acclamé. Il était clairement acclamé. C'était notamment le cas où il y avait la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Et ben, elle était venue, elle s'était fait huer. Et quand Fernand Lopez est rentré dans la cage, il a été acclamé. Et quelques mois après, enfin peut-être un an après, il est hué de toutes parts. Tout le monde tire dessus. Donc ça peut aller très très vite. Et ça peut aller très très vite dans l'autre sens aussi. Peut-être qu'aujourd'hui tout le monde tire dessus et demain il sera de nouveau acclamé. C'est quelqu'un, moi, qui me semble très brillant dans sa façon de travailler. C'est quelqu'un qui me semble très brillant dans sa façon de mettre en place les choses. Qui a une vision, où il arrive à mettre en place des choses, à les faire bien, son organisation, son club, etc. Mais malheureusement tout ça c'est noirci. Et même j'ai des témoignages de gars qui me disent en privé c'est quelqu'un de marrant, c'est quelqu'un de sympathique à côtoyer, il fait rire, etc. Mais toutes ces histoires, tout ce vice, toutes ces manipulations, cette influence, cette mauvaise influence, elle vient gâcher son personnage, elle vient gâcher maintenant peut-être aussi tous ses business. Donc moi j'ai hâte de voir la suite. Bien sûr, j'essaye de mettre un petit peu plus de fréquence dans les vidéos pour vous tenir informé de l'actualité du MMA, toujours sans langue de bois, toujours en parlant français. Peut-être qu'un jour on va me tirer dessus, les gars, si je fais plus de podcast pendant 3 mois. Là, posez-vous des questions. Commencez à cogiter. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire
comme je voulais, ça fait 20 fois que je me répète, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo. Venez sur mes réseaux sociaux. Normalement, il y a mon Instagram qui est en bas, sur Twitter également. Et en commentaire, mettez le mot. Bah, vous voyez, les gars, là, j'ai un nouveau t-shirt. Là, j'ai un nouveau t-shirt. C'est un t-shirt que j'ai fait moi-même. Donc, c'est avec un graphiste. Donc si vous voulez que je sorte le t-shirt, n'hésitez pas à dire en commentaire, sors le t-shirt, il est beau gosse. C'est Israël Adesanya, on en a plein. On a fait Conor McGregor, on en a plein. Donc n'hésitez pas à dire, hein. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao.